Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce lundi 27 mars. Surprise ce samedi soir pour les passants à Metz, la cathédrale était plongée dans le noir comme 60 autres bâtiments, une initiative écologique que nous allons détailler dans cette édition. Retour également sur les Abilympics où 400 candidats porteurs de handicap ont travaillé d'arrache-pied pendant 3 jours d'épreuve pour décrocher une médaille. Et puis les Jeux Olympiques Paris 2024 n'ont pas encore démarré et pourtant les préparatifs sont en cours, même en Moselle, avec la première réunion du collectif Volontaire 57 à Academos. Mardi matin marquera le retour du froid avec -3, -2 degrés au réveil et quelques éclaircies. Mais ça va se gâter au fil des heures avec les nuages qui vont s'imposer largement. Comptez 10 degrés au plus haut de la journée. Le dimanche 2 avril marquera une nouvelle journée de sensibilisation autour de l'autisme. 0,7% de la population dans le monde est touchée. Mais en France, est-on en retard dans la compréhension de l'autisme? Comment en parler et sensibiliser le plus grand nombre? On va tenter d'y répondre avec notre invitée, Christine Legros. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'association Asperger Lorraine en Moselle. 2 conférences sont organisées samedi 1er avril pour parler de l'autisme. On va faire le point sur cela dans quelques minutes. Le temps de développer le reste de l'actualité. Les efforts des exploitants des discothèques messines semblent ne pas avoir suffi, si bien que la mairie de Metz a pris un arrêté municipal ce 24 mars. Il prévoit la fermeture à 4h du matin au lieu de 7h du Guess, du Noir et Blanc et de l'Endroit. Une décision qui fait suite à de nombreuses nuisances sonores, de plaintes, d'interventions fréquentes des forces de l'ordre ou encore d'ivresse sur la voie publique. La boîte de nuit rue Haute-Pierre était déjà sous le coup d'une décision de la commission de sécurité. L'établissement avait donc fermé ses portes dans l'attente de travaux de mise aux normes. Avec ce nouvel arrêté, les gérants estiment une perte de 25% de leur chiffre d'affaires. Et puis samedi soir, en vous baladant dans les rues messines, vous avez peut-être constaté que certains bâtiments et édifices emblématiques, plus précisément une 60aine, n'étaient pas éclairés. Alors rien à voir avec une coupure de courant, cette extinction s'inscrit dans le cadre de la 17e édition de l'opération Earth Hour, une action symbolique pour sensibiliser les citoyens à la réduction de la consommation d'énergie. On fait le point dans ce reportage. Ce soir-là, la majestueuse cathédrale de Metz restera plongée dans le noir. Pour certains passants, c'est la surprise. On n'était pas du tout au courant de cette action parce qu'en rentrant là du restaurant, je me suis dit tiens c'est éteint ce soir, donc je ne savais pas du tout. Je suis venue à Metz pour découvrir la cathédrale et je voulais la découvrir illuminée. Et donc je suis avec mon amie qui la connaît illuminée et j'étais effectivement surprise de la découvrir noire ce soir, mais je comprends. Vieille de plus de 800 ans, la cathédrale fait partie des édifices les plus gourmands en éclairage, avec une consommation qui frôle les 93 000 watts par heure. Moi je trouve que c'est un symbole quand même, chacun fait sa part et un petit geste pour l'environnement, donc moi je trouve que c'est important, ça montre l'exemple un peu. Oui, c'est bien, puis ça change pas grand-chose. On s'en rend pas compte, honnêtement. On n'a même pas fait attention en passant à côté. Donc, oui, c'est bien, c'est plutôt positif. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Après, je pense que ce serait plus judicieux de faire ça dans les rues plutôt que sur des beaux bâtiments comme notre cathédrale. Au total, la consommation de ces monuments éteints ce soir-là s'élève à 245 270 000 watts par heure. Après 1 an d'arrêt, il devait reprendre du service ce dimanche 26 mars et pourtant pas de fumée à l'horizon. Le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom ne fonctionne toujours pas en raison d'un retard de planning concernant la maintenance mais également en raison d'un mouvement social autour de la réforme des retraites. 3 jours de concours et près de 400 candidats d'une trentaine de pays différents. Clap de fin ce samedi pour les 10e internationaux Abilympics, une compétition de métier pour les personnes en situation de handicap. Retour sur cette compétition internationale avec Emma Facchetti. C'est l'heure du grand jour J pour les 2 Français atteints de spondylarthrite ankylosante. Laurent, ancien maçon, et Saad, ancien boulanger-pâtissier, reconverti en mécanicien depuis seulement 7 mois. C'est un projet, un rêve, on va dire, d'avoir une médaille et pouvoir investir, ouvrir une boîte à son compte, être patron de soi-même.
9h, début de l'épreuve. Les deux techniciens ont 4h30 pour monter un vélo à partir de pièces détachées. On a 20 points à regarder, comment le concurrent il va utiliser un petit peu son espace de travail, comment il va le mettre en place pour qu'il soit efficient dans son montage. Ensuite, on va regarder l'état des roues, savoir s'il a bien dévoilé les roues, s'il a bien fait ce qu'il fallait avec le réglage des rayons. À quelques mètres de là, Mourbat, originaire de Mongolie, fignole les derniers détails de son espace vert. Désherbage, taillage, arrosage, chaque centimètre de cette zone de 6 mètres carrés est passé au peigne fin. Et après 6 heures d'épreuve, le jardinier paysagiste ne regrette pas d'avoir parcouru plus de 7000 km pour concourir. J'étais impatient de participer à cette magnifique compétition. C'était fantastique. Ce n'était pas trop difficile car l'organisation et les juges nous ont aidés. Du côté des férus de mécanique, les vélos sont montés. C'est très stressant au début. Je me suis plongé dans le boulot, on a fait notre travail. J'ai dû faire 2-3 petites erreurs, mais tout s'est pas mal passé dans l'ensemble. C'est super bien passé. Au début, un peu de stress comme on ne connaît pas les épreuves, mais sinon, après, tout est bien passé. Les juges peuvent désormais noter les candidats. Un classement révélé le soir même aux arènes. Pas de médaille pour le Mongol, qui termine 4e. En revanche, pour les Français, c'est le jackpot. Ça décroche la médaille d'argent et Laurent, la médaille d'or. Ça fait chaud au cœur, hein, j'y croyais pas. Hein. J'ai vu les 2 premiers passer et je me suis dit, j'ai pas de mots. C'est une belle aventure, j'ai fait ce que je devais faire, la médaille, et je l'ai. C'est la fin d'une aventure intense et passionnante pour ces 2 Français qui repartent avec des étoiles plein les yeux. Et lors de cette 10e édition, l'équipe de France, forte de 43 talents, a décroché 30 médailles. Mais le seul Mosellan en compétition, Sébastien Potvin, sculpteur de fruits et de légumes, n'a pas réussi à décrocher le Saint Graal. On en parlait la semaine dernière, la création du collectif Volontaire 57, collectif composé de jeunes du monde sportif et associatif, tous enthousiastes à l'idée de participer au JO Paris 2024 à leur échelle. Ils se sont réunis ce week-end pour la première fois au cœur d'Academos à Verny. Au programme, faire connaissance, mais également recevoir les premiers éléments de communication. Aymeric Guillaume était sur place. L'heure est au premier préparatif. En Moselle, une quarantaine de participants forment le collectif Volontaire 57. La première étape voulait que ces derniers puissent enfin se rencontrer. En dernière année de master en développement durable, Mathieu baigne dans le sport depuis longtemps, entre la pratique et la création de contenu YouTube sur le sujet. C'est des gens que je connais pas en dehors, voilà, donc qui habitent même à côté de chez moi que je connaissais pas. Donc voilà, c'est se rencontrer autour du sport. On est tous passionnés de sport si on est là aujourd'hui. Et il y a un engagement qui est commun entre nous tous. Donc c'était important d'être là et voilà, c'est super cool de pouvoir tous se rencontrer. Eugène est enseignant en EPS et l'un des 2 représentants du groupe Jeunes Bénévoles Paris 2024 rattaché au collectif 57. Cette mobilisation représente ici une réelle consécration. Simplement déjà réussir à amener mon groupe aux Jeux Olympiques, avoir une satisfaction d'avoir mené un projet de A à Z. En tant que sportif, participer en tant que volontaire aux Jeux Olympiques, c'est une autre dimension. Lily-Jeanne et Julie sont quant à elles toutes les 2 au conseil départemental des jeunes. L'engagement volontaire olympique, c'est l'occasion de poursuivre leur engagement au sein du département tout en alliant leurs passions communes. On voit qui a les mêmes valeurs que nous, qui s'est engagé aussi et qui a peut-être la même volonté de s'engager encore plus pour les Jeux. J'ai aussi hâte, du coup, ça va permettre de nous rassembler autour d'un événement assez important et puis de prouver l'attractivité de notre territoire à travers la France, mais aussi à travers la Moselle. Cet éventail de profils ne laisse pas indifférent Armel Chaban, présent afin de faire la connaissance de ce groupe. Il y a la volonté aussi de défendre des valeurs, de défendre leur territoire, de le représenter, ils l'ont dit, et puis aussi de partager ensemble des valeurs communes, c'est celle du sport, celle du lien, celle des valeurs de l'olympisme, et pour nous c'est très important, donc très heureux d'avoir fait leur connaissance ce matin. Si chacun a sa propre histoire, tous vont partager cette expérience de vie. Plus encore, ce collectif espère bien que cet engagement connaisse un héritage et existe sur le long terme. Mais en attendant, place au jeu. Mais avant les Jeux Olympiques, parlons sport mosellan avec Mathieu Anquinet qui nous a rejoint.
Bonsoir Mathieu. Bonsoir Irani. Alors la performance du week-end, c'est bien sûr la victoire du TFOC face à Chamalières. Effectivement, les volleyeuses de Terville-Florange ont réussi leur dernier match à domicile de la saison en venant à bout de Chamalières. Elles ont ravi le public avec une victoire 3-7 à 1, malgré des absences de marque. Il manquait Alicia Ogoms ou encore Greta Kiss. Pas de quoi inquiéter Romain Pitou qui était ravi à la fin de la rencontre. On l'écoute. Avec les absences d'Alicia Ogoms puis de Greta Kiss, donc s'imposer dans ces conditions, c'est une vraie performance. Juste après la vidéo, il y a Greta Kiss qui s'est bloqué le dos dans le vestiaire. Alicia Ogoms, ça fait 2-3 semaines déjà. Mais les circonstances sont compliquées, mais on a réussi à relever la tête et à se battre. Et ça a été génial. Et la semaine prochaine, elles ont 3 jours off. Donc elles ont à partir de jeudi après-midi. Donc ça va faire du bien, je pense, au corps et aux têtes. La saison n'est pas terminée pour autant puisqu'il reste encore un match à jouer à l'extérieur pour essayer de verrouiller la 5e place au classement. Ce sera à Saint-Raphaël le 8 avril et suivront ensuite des playoffs avec l'espoir de briller comme la saison passée. Toujours dans la colonne des satisfactions, la victoire de Sarrebourg, Moselle Sud Handball au terme d'un périple à Billers. Oui, après 16 heures de route, personnellement, je ne suis pas sûr de pouvoir disputer un match de hand à haute intensité. Non pas d'ailleurs que je sois capable d'en disputer un tout court. Mais en tout cas, c'est ce qu'ont fait les joueurs de Sarrebourg, puisqu'ils sont venus à bout de Billers d'un tout petit but, 27-28. Et c'est une victoire qui fait du bien après 2 défaites. Et au classement, ça se ressent, puisque les Sarrebourgeois sont 9e avec 19 points. Et ils peuvent espérer encore accrocher Nancy et Bordeaux. Ça passera par un match à face à Valence samedi. Et cette rencontre, elle sera bien sûr à vivre en direct sur notre antenne dès 20h25. Ce sera avec Arnaud Desmerlet et Jean-Yves Schaff, la doublette habituelle, et ce sera depuis le complexe Coubertin. Il y a tout de même eu une désillusion ce week-end. Les Metz Canonniers sont éliminés de Coupe de France. Oui, ça a fait un petit peu de mal au moral puisque c'était devenu un véritable objectif pour les basketteurs messins. Ils s'étaient déplacés à Aubenas pour un plateau de Coupe de France avec les quarts de finale et demi-finale possiblement à jouer. Et ils se sont heurtés à Beaujolais Basket, cueillis à froid. L'équipe d'Idriss Makongou les a tout simplement terrassés 103-71. Pour les Grenats, maintenant, il faudra se concentrer sur la Nationale 2 pour atteindre les playoffs en fin de saison. Alors on s'interroge maintenant, Mathieu, quel sera le match à suivre cette semaine ? Alors je vous ai déjà annoncé le match de Sarrebourg contre Valence samedi, mais la semaine va être très sportive avant ça, puisque dès mercredi, il y a le choc des montagnes de Ligue Butagaz Énergie entre Metz Handball et le Brest-Bretagne Handball, un match qui pourrait compter beaucoup pour la course au titre, puisque en cas de victoire, les Dragons seraient bien en avance dans le championnat. Dispositif spécial pour un match spécial, vous aurez rendez-vous dès 19h30 sur notre antenne pour un rendez-vous en grande pompe. Et le lendemain, un autre match d'ampleur sera vivant en direct sur notre antenne également. Ouais, là, cette fois-ci, on va parler européen puisque c'est le match entre Metz Tennis de Table et Tarnobsreg. C'est un match de finale de Ligue des Champions, rien que ça. Et vraiment, les joueuses de Loïc Belguis vont devoir créer une nouvelle fois un exploit. Elles sont habituelles, elles ont créé la sensation plusieurs fois pendant la compétition et elles ont l'opportunité de ramener le plus beau trophée européen en étant vainqueurs sur cette rencontre en aller-retour. Et ce sera la phase aller qui se jouera avec un rendez-vous à 19h10 jeudi soir. Une belle semaine pour les amateurs de sport en tout genre. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve demain dans Moselle Sport, bien évidemment, avec la légende de l'équipe de France de basket, Florent Pietrus. Exactement. On a hâte. Et pour la suite, quand certains se mobilisent dans la rue pour les générations futures, d'autres agissent en forêt. Exemple à Zétain, où la mairie a lancé une série de plantations l'été dernier dans la forêt communale. L'objectif est de reboiser une parcelle de 3 hectares qui a subi beaucoup de dégâts, dont le dépérissement de hêtres. 4000 nouveaux plants ont été installés. Les 100 derniers ont d'ailleurs été mis en terre par les jeunes. C'est un reportage de nos confrères de Mosaïque Cristal. Et aujourd'hui, l'opération que vous allez faire avec nous, on va planter des arbres. Alors on va aller planter ça dans la parcelle derrière. Une responsabilité confiée aux élèves de CE1, CE2 de l'école de Zétain. La tempête Lothar de 1999 et les 3 dernières années de sécheresse ont provoqué le dépérissement du hêtre sur cette parcelle de 3 hectares. Une calamité à laquelle la commune répond par une opération de plantation. 4000 plants, dont 3900 ont déjà été plantés par l'ONF il y a quelques semaines.
La centaine restante est réservée aux élèves. Ce sont des actions qui étaient toujours à l'initiative du maire et de notre partenaire l'ONF et auxquelles on faisait participer les habitants du village. Cette opération d'y associer l'école, en fait, elle est issue de Sylvain Mouchet de l'ONF. C'est une opération qu'ils font dans d'autres communes et j'ai trouvé ça super. Alors c'est ce qu'on appelle un plan en godet. Voilà. Donc il a les racines qui sont dans du terreau. Ce n'est plus du hêtre mais du chêne pubescent qui est planté. Cette essence résiste davantage au réchauffement climatique. La préparation de cette parcelle a démarré l'été dernier. Un grillage la protège de la pression exercée par le gibier sur la régénération. Cette plantation avec les élèves est la dernière étape du processus. J'adore planter. Ça me permet d'apprendre comment planter des arbres. Et j'aime beaucoup cette activité. Je crois que ça va être ma journée préférée. Ce chantier a coûté 47 000 €. Grâce à France Relance et au fonds de concours de la Casque, il reste 10 000 € à la charge de la commune. Par la suite, ce bois sera exploité économiquement. Allez, on quitte les bois pour parler autisme à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation le 2 avril prochain. Christine Legros, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Asperger Lorraine. Le dimanche 2 avril, on l'a dit, ce sera la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Alors encore aujourd'hui, il faut travailler autour des idées reçues, sensibiliser sur le dépistage, le regard des autres, ce genre de choses ? Oui, il y a encore du travail à faire, même s'il y a déjà eu beaucoup d'émissions, beaucoup de livres qui ont été édités sur le sujet. Même aussi sur YouTube, on peut trouver aussi pas mal d'études très intéressantes. Mais l'objectif de ce qu'on va organiser donc ce samedi sur Metz, c'est de mettre de la cohésion entre les structures, les associations et le centre de recherche, de ressources pour l'autisme, qui diagnostique les personnes qui viennent, donc que ce soit des jeunes ou des adultes. Alors, mais, très rapidement, vous parliez de structures. Aujourd'hui, en Moselle, on en a assez des structures, qu'elles soient médicalisées ou accompagnantes ? Elles n'ont peut-être pas encore suffisamment de personnel pour pouvoir accueillir tout ce monde-là et de faire des formations, parce qu'elles peuvent aussi proposer des formations pour les parents, pour les aidants familiaux. Donc là, évidemment, ça serait bien qu'elles aient au moins un coup de pouce et qu'aussi les associations puissent se réunir entre elles. Bon, c'est l'objectif, mais c'est vrai qu'on... C'est pas forcément la quantité d'associations et la quantité de structures qui est nécessaire, mais c'est surtout donc la cohésion entre toutes et les moyens qu'on leur donne. Alors pour cette sensibilisation, de nombreuses animations sont prévues partout en France. À Metz, vous avez choisi de mettre en place 2 conférences à 10h et de 10h à 15h30 au cœur du lycée de la communication. Ça sera ce samedi 1er avril. L'une d'entre elles, de ces conférences, portera sur l'autisme au féminin. Pourquoi ce choix ? Vous pouvez nous expliquer ? Alors pourquoi ce choix ? Alors c'est pas forcément dédié qu'à des spectateurs féminines. Les hommes peuvent très bien aussi venir à cette conférence. C'est une particularité de l'autisme qui a été assez ignorée, car les femmes sont diagnostiquées très tardivement, parce qu'il y a un phénomène de camouflage très particulier chez les jeunes, ce qui fait que l'on ne peut pas forcément déceler leur autisme. Ils ont des intérêts qui peuvent se confondre avec des intérêts de genre, comme on dit, neurotypiques, c'est-à-dire les non-autistes. Mais combien de femmes arrivent dans les associations, dans les structures, en grande souffrance parce qu'elles ont été reconnues très tardivement. Et normalement, on diagnostique vers quel âge ? Parce que vous parlez de femmes adultes alors. Oui. Maintenant, évidemment, les jeunes filles peuvent profiter un peu des progrès antérieurs, mais c'est 30 ans, c'est 50 ans, c'est même jusqu'à 60 ans. Des femmes qui se rendent compte qu'elles ont eu des difficultés de communication dans la vie, elles ont eu... des vies quelquefois cabossées. Au contraire, certaines se sont très bien insérées dans le monde professionnel, mais en passant au-dessus de leur fatigabilité, de leur sensibilité très particulière. En mettant tout ça de côté. Oui. Alors finalement, la seconde conférence va s'intéresser aux troubles 10, donc dyslexie, dyspraxie, ce genre de mots courants.
mais est-ce que c'est courant chez les personnes au spectre autistique? Pas systématique, mais c'est souvent associé. Alors c'est double peine d'être déjà un peu différent des autres. L'autisme se comprend un peu mieux dans le milieu scolaire, mais dans le milieu du travail, c'est encore bien difficile. Donc là aussi, si on est en plus dyslexique, il faudra aussi un suivi. Donc ça aussi, c'est des progrès à faire dans le suivi de ces personnes qui ont besoin d'un accompagnement très spécifique, surtout à l'école. Alors pour participer à ces 2 conférences, il faut d'abord s'inscrire en ligne sur Hello Asso Asperger Lorraine. Vous avez le lien qui s'affiche en bas de votre écran. 5 € par conférence sont demandés. L'argent récolté servira à quelque chose en particulier après ? Déjà à financer cette journée en partie, parce que ce sont des journées qui coûtent. Inviter une conférencière, Adeline Lacroix, qui vient donc de Grenoble, qui a eu un prix scientifique sur la recherche sur l'autisme au féminin, et puis donc de soutenir nos ateliers, parce qu'on veut faire aussi du lien, de faire des ateliers très spécifiques pour se sentir mieux. On a un groupe féminin d'ailleurs, mais pas que. Il y a aussi donc des ateliers possibles, des cafés aspi. Nous sommes en train de démarrer d'autres ateliers. Donc financièrement, on avait besoin d'un petit coup de pouce. Et puis ça permettait au moins aux gens de s'engager dans un processus d'aide, de soutien. À l'issue de ces conférences, est-ce qu'il y a un échange qui est prévu, du débat par exemple ? Il y aura un débat avec donc les conférencières, avec aussi celle de l'après-midi qui présentera donc les 10. Justement, il y aura des ateliers l'après-midi intéressants pour faire comprendre ce que c'est que la dyspraxie aux gens qui sont comme nous neurotypiques, mais qui ne se rendent pas toujours compte des difficultés de l'autre. Donc voilà, il y a des activités pratiques. Et on ferait aussi une boîte à commentaires. Donc on attend aussi que les spectateurs viennent apporter leurs requêtes, leurs ressentiments. Voilà. Donc je rappelle, ce sera donc ce samedi 1er avril au cœur du lycée de la communication à Metz de 10h à 15h30. Merci beaucoup pour votre participation. Merci de nous avoir invités. Et à bientôt. Au revoir. Et pour compléter, au cas où d'autres animations sont prévues, comme ce dimanche au complexe de Bétange à Florange à 11h pour un lâcher de ballon entre enfants aux troubles du spectre autistique et leurs parents. L'occasion également d'échanger autour des difficultés et de s'entraider à nouveau. Et on va terminer cette édition sur ce nouveau magasin Discount dans l'avenue marchande de Grosse-Wilderstroff, dont la création n'avait pas fait l'unanimité il y a un peu moins d'1 an. Dans l'optique de s'agrandir, l'enseigne Norma, déjà implantée dans la zone, avait décidé de racheter des locaux occupés pour reconstruire un supermarché plus grand, obligeant ainsi les enseignes en place à l'époque à fermer boutique ou encore à déménager. Les travaux avaient débuté en août dernier pour 4 millions d'euros. Après 7 mois de chantier, le nouveau Norma, d'une superficie de 1300 mètres carrés, doit donc ouvrir ses portes ce mercredi 29 mars. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux, à vous rendre sur notre site internet, mais également à télécharger notre application mobile. Pour la suite du programme, retrouvez Patrick Muller et ses chroniqueurs dans un nouveau Graouli Mag. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.